Bonjour et bienvenue chez Destinée Juriste, le média qui démocratise le droit. Aujourd'hui, nous sommes en présence de Maître Tomasini, une avocate de renommée. Je suis très heureuse de pouvoir vous accueillir aujourd'hui. Merci du temps que vous m'accordez et je vais vous laisser vous présenter. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Donc, je suis Nathalie Tomasini, je suis avocate au barreau de Paris. Ça fait déjà maintenant un tout petit moment, presque 37 ans que j'exerce avec conviction ce beau métier d'avocate, je le précise. Et je suis donc spécialisée dans tout ce qui est lutte contre les violences intrafamiliales et toutes les formes de harcèlement, harcèlement scolaire, harcèlement de rue, harcèlement en droit du travail et cyberharcèlement. Eh bien, c'est tout à votre honneur et nous sommes très heureux de pouvoir échanger avec vous sur votre parcours afin de mieux comprendre la réalité du métier d'avocate. Vous avez défendu Jacqueline Sauvage. C'est une affaire qui a profondément marqué l'opinion publique. Est-ce qu'on peut revenir sur les faits et sur la procédure? Alors, c'est une affaire effectivement emblématique qui a marqué, on peut dire, l'histoire. Oui. Puisque cette femme qui avait donc tué son mari de 3 coups de fusil dans le dos alors qu'elle avait vécu 68 ans de violence conjugale, a été graciée à 2 reprises par le président de la République à l'époque, François Hollande. Donc c'était une affaire qui a véritablement levé le voile sur les violences conjugales et sensibiliser l'opinion qui s'est très fortement mobilisée, à la fois la société civile dans son ensemble, mais également les comédiens, les acteurs de tous bords et les politiques, ce qui a permis cette grâce au plus haut sommet de l'État. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que l'affaire Dominique Pellicot pourrait entrer dans la suite de l'affaire Jacqueline Sauvage? Alors, je comprends le parallèle que vous faites et il est intéressant, c'est-à-dire que pour moi, l'affaire Pellicot est aux violences sexuelles ce que l'affaire Jacqueline Sauvage était aux violences conjugales. C'est-à-dire que, comme je le disais précédemment, l'affaire Jacqueline Sauvage a levé le voile sur l'existence dans les foyers en huis clos des violences intrafamiliales et l'affaire Pellicot a levé le voile avec la levée précisément du huis clos autorisé par Gisèle et demandé d'ailleurs par Gisèle Pellicot, à lever le voile sur les violences sexuelles sous soumission chimique de surcroît dans les foyers et le huis clos familial. Concernant l'affaire Jacqueline Sauvage, qu'est-ce que ce procès a changé pour vous personnellement et professionnellement? Ce procès a marqué effectivement ma vie à la fois privée et ma vie professionnelle. Puisque ça a été un véritable tournant. C'est vrai que précédemment, il y avait l'affaire d'Alexandra Lange qui avait déjà été médiatisée. Je le rappelle, c'était également une femme qui avait tué son conjoint et qui, elle, a été déclarée en état de légitime défense et donc acquittée. Mais on est allé plus loin, on va dire, avec l'affaire de Jacqueline Sauvage, parce qu'on a tordu le bras de l'institution judiciaire qui ne voulait pas voir, qui ne voulait pas écouter l'existence de ces violences intrafamiliales. Et bien évidemment, comme on a eu accès à la présidence de la République et finalement on a été cautionné
par donc la toute-puissance du président de la République qui finalement a libéré notre cliente, bien sûr que ça nous a apporté une renommée dans ce domaine très particulier des violences intrafamiliales. Et nous avons non seulement sensibilisé la société à ce fléau, mais à travers des ouvrages, des livres, et à travers un film qui à l'époque avait fait plus de 8,5 millions de téléspectateurs, bien évidemment l'aura et l'écho a été démultiplié. Si on prend l'exemple de Alexandra Lange en son temps. Et comment appréhendez-vous la charge émotionnelle des affaires que vous traitez? Écoutez, comment je l'appréhende, c'est devenu un petit peu comme les chirurgiens ou les médecins dans leur domaine. On y va, on met les mains dans les viscères et le sang de ces couples qui se déchirent, qui sont déchirés, ces femmes qui sortent toutes fracassées, ensanglantées au sens physique comme au sens psychologique de ces violences. Et on est là avec notre robe et pas notre tablier, mais un peu pareil, maculé de toute cette noirceur et de cette violence. Et on est là comme des boucliers finalement. Et c'est vrai qu'on ne se retourne pas et on ne se pose pas de questions. En fait, je ne me dis pas, je ne me pose pas la question de savoir comment je me sens. En fait, si je commence à me poser cette question, j'y vais pas. Donc, en réalité, c'est un peu ça. C'est vouloir à tout prix marquer de son empreinte verbale un dossier, de son empreinte de conviction et de vouloir finalement changer le monde. Donc j'ai l'impression d'être comme non pas, je ne sais pas s'il y a un féminin au mot gladiateur, mais je rentre dans l'arène. Je sais qu'il y a soit des monstres humains qui m'attendent, soit des animaux féroces, c'est un petit peu la même chose. Et je me dis, bon bah de toute façon, tu vas en ressortir parce que tout à l'heure et demain matin, il y a un autre combat qui t'attend. Donc en fait, c'est un petit peu ça. Après, il y a une charge effectivement émotionnelle qui était toujours là. Il y a une charge émotionnelle qui est toujours là à chaque audience. Et quand vous voyez ce matin, j'ai plaidé donc une affaire au tribunal, au JAF, au juge d'affaires familiales alimentaires, et c'est en redescendant dans l'ascenseur que la pression est redescendue avec moi. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Mais c'est toujours le même rituel, si j'ose dire. On se lève très tôt, on cogite à la façon, à l'entame de sa plaidoirie. Finalement, c'est jamais la bonne. En tout cas, c'est comme ça qu'on le ressent. On met son habit de lumière, à savoir la robe. On doit rassurer la cliente, même si la cliente, comme elle est totalement dissociée, eh bien, elle va avoir un discours qui est complètement à côté de celui qu'elle devrait avoir et elle descend vos arguments plutôt que de les porter. Voilà, donc en fait, on est toujours très en colère. En tout cas, moi, attention, quand je dis on est toujours, un avocat plaide avec sa personnalité. D'accord?
Donc certains vont plaider en faisant des ronds de jambes aux magistrats, en étant de connivence. Moi, je sais pas faire. Donc moi, je vais être avec mon glaive là, je vais pointer du doigt les différents outils dans le dossier qui démontrent que et les différentes photos et les différents certificats médicaux qui démontrent que ma cliente est une réelle victime. Je vais pourfendre de l'autre côté de la barre en disant, voyez, que l'autre finalement raconte n'importe quoi, il se fait passer pour un proche chevalier alors que c'est un reptile. Voilà, donc moi je suis beaucoup dans la plaidoirie de rupture et certainement pas dans la plaidoirie de connivence. Le parallèle avec la médecine et même l'arène politique était très intéressant à entendre. Est-ce qu'aujourd'hui vous vous considérez comme une femme, une avocate, qui peut soigner ces femmes blessées au travers des violences intrafamiliales? Alors oui, sinon je ne continuerai pas ce métier si je n'en étais pas convaincue. En même temps, bon, dans votre question, effectivement, je reprends les termes évoqués, à savoir arène notamment politique. Effectivement, je pense que finalement, œuvrer au quotidien sans que les choses ne changent peut paraître vain. C'est pour ça que c'est vrai que j'ai une volonté de transformer l'essai dans l'arène politique et notamment en qualité de conseillère ou de députée, de pouvoir faire avancer les choses concrètement. Le procès de Jacqueline Sauvage était très médiatisé. Aujourd'hui, quelle place accordez-vous à la médiatisation de ces procès? La médiatisation, pour moi, contrairement à tous ceux qui ont pu évoquer le fait que j'adorais la lumière des projecteurs, la médiatisation est extrêmement importante parce que c'est un formidable écho pour justement sensibiliser la société à cette thématique, à cette problématique. Et moi, je l'ai su extrêmement tôt, dès l'affaire de Jacqueline Sauvage, mais même encore avant, lors de l'affaire d'Alexandra Lange, puisque nous, on a commencé à créer le cabinet BT Associés, c'était 2011, l'affaire donc Alexandra Lange, c'était 2012. Et on n'était absolument pas ni connus en tant que cabinet, et les violences conjugales, on en parlait très peu. Et j'ai tout de suite souhaité faire appel à l'époque à l'émission 7 à 8 de TF1 qui s'est emparée du sujet alors qu'on ne savait pas du tout si Alexandra allait être acquittée, évidemment, puisque je les ai appelés bien en amont. Et c'est grâce à cette émission où en plus ils ont pu filmer le procès directement, c'est-à-dire qu'ils étaient à l'intérieur de la cour d'assises et ils ont pu filmer Alexandra lorsqu'on a donné la parole à l'accusée, puisqu'elle était accusée, victime mais accusée. Et donc c'est vrai que depuis toujours, je sais que les médias sera et toujours un allié formidable pour porter les messages sociétaux, de la même manière que le dernier procès que j'ai assez médiatisé, c'est le procès d'Ultia, donc cette streameuse qui avait été cyber harcelée sur les réseaux sociaux. Les médias s'en sont fait l'écho. Alors, j'ai regretté d'ailleurs que ce soit des médias trop spécialisés dans le domaine du jeu vidéo et qu'il n'y ait pas eu plus d'écho dans la presse générale. Mais oui, les médias, pour moi, c'est extrêmement important
pour justement élargir et transmettre et faire comprendre. On sent dans votre discours que vous êtes très touché et très engagé pour ce combat. Aujourd'hui, pourquoi vous tient-il encore à cœur? Bah écoutez, cette question, justement, j'aurais tendance à vous répondre que je suis pas motivée tous les jours. J'ai encore des doutes au quotidien et parfois je me dis bon mais à quoi bon puisque voilà bon il y a des jours où on a des mauvais résultats, où on n'a pas les décisions qu'on escompterait, où on a des clientes qui sont en pleurs, qui ont envie de se suicider. On a aussi des clientes qui n'ont pas la reconnaissance attendue. Alors bien sûr, attention, on travaille pas pour avoir de reconnaissance, mais quand on s'est donné à fond dans un dossier et que bien sûr un avocat n'a pas d'obligation de moyens, on n'a qu'une obligation. Bien sûr, un avocat n'a qu'une obligation de moyens et on a absolument pas d'obligation de résultat. Et donc, c'est difficile. Il y a un aléa judiciaire qui est certain, et c'est difficile d'accepter, même si on le comprend, qu'une cliente déçue vous considère finalement comme responsable. C'est toujours compliqué. Donc, c'est finalement un métier. D'ailleurs, quelle que soit l'activité, le métier d'avocat, c'est pas un métier, hein. C'est vraiment une vocation parce que il n'y a finalement que des difficultés à exercer ce métier. Il y a une satisfaction certaine au bout du chemin, et parce que on est en adéquation avec ses valeurs d'écoute, d'assistance des plus faibles, de défense, mais c'est extrêmement difficile comme métier parce qu'on se bat contre tout le monde. Et encore une fois, c'est ce que je vous dis, il ne faut pas attendre de reconnaissance des victimes. Vous, aujourd'hui, quelles sont les actions prioritaires à mener pour la sensibilisation des violences conjugales? Alors, les actions à mener pour la sensibilisation des violences conjugales. Oui. Moi, personnellement, je suis très attachée à la transmission à travers l'information dans des colloques, des interventions dans les universités, les mairies, des interventions aussi dans des événements très particuliers comme celui auquel j'ai pu assister récemment, où j'ai été coach d'éloquence et où évidemment j'ai apporté mon expérience et ma technicité dans le domaine des violences conjugales, et où à travers l'histoire d'Hélène de Troyes, nous avons avec trois jeunes femmes, très jeunes, 16-17 ans, écrit et interprété, on va dire ça comme ça, une plaidoirie pour démontrer qu'Hélène de Troyes n'était pas responsable de la guerre de Troie, mais une victime. Donc ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que à travers donc une histoire finalement légendaire et connue de tous, on a pu développer ce qu'était le statut de la femme, sa manipulation, et dans l'histoire le fait qu'elle a toujours été responsable de tous les maux de l'humanité. Donc je crois que la transmission et la sensibilisation aux violences conjugales, elle est essentielle d'être faite à la fois avec du juridique, mais pas que, avec notamment des événements artistiques
d'éloquence ou même théâtrale, puisque je participe également à une pièce pour laquelle j'ai écrit un texte qui s'appelle Accusation, accusation de la société. Et ce spectacle, donc, qui est à l'initiative de Séverine Ferrer, réunit différents textes de comédiennes. Ce spectacle s'appelle La Voix des femmes. Et là encore, c'est un spectacle qui se produit un peu partout en France, auprès à la fois d'un public extrêmement large, mais notamment également auprès des étudiants et des scolaires. En parlant de juridique, la loi du 9 juillet 2010 constitue une étape majeure dans la lutte contre les violences faites aux femmes en France. Elle reconnaît notamment les violences au sein du couple et leurs conséquences sur les enfants comme des phénomènes graves justifiant des mesures spécifiques. Aujourd'hui, on peut dire que c'est une pierre angulaire de la reconnaissance juridique des violences intrafamiliales, car elle a instauré des mécanismes de protection rapide pour les victimes, notamment via l'ordonnance de protection. En criminalisant le harcèlement au sein du couple, la loi de 2010 a permis de donner un nom et une réponse pénale aux violences psychologiques trop souvent invisibilisées. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'elle a eu un réel impact sur les affaires concernant les violences intrafamiliales? En fait, ma réponse, elle sera mitigée, elle sera double. En réalité, vous voyez bien que cette ordonnance de 2010, elle a des difficultés d'application encore aujourd'hui, puisque pas plus tard que ce matin, j'évoquais le fait de ne pas avoir obtenu d'ordonnance de protection parce que précisément la victime, j'allais dire les victimes, la mère et les enfants dans un dossier n'étaient victimes que de violences psychologiques. Donc on a encore beaucoup de mal auprès des magistrats à obtenir des ordonnances de protection uniquement sur ce fondement-là. Et encore une fois, pourquoi? Parce qu'il est très difficile de prouver les violences psychologiques. Autant les violences physiques, il suffit d'avoir un constat d'un médecin légiste et de prendre des photos des plaies ou d'aller porter plainte avec sur le visage des stigmates ou sur le corps. Quand on est victime de violences psychologiques, de harcèlement, de dénigrement, c'est très difficile de faire la preuve d'eux. Donc, on a certes des certificats médicaux, mais tant qu'on n'a pas un certificat médical des UMJ jugé objectif, on peut toujours nous dire que ces certificats médicaux ne font que constater à l'appui des déclarations de la cliente ces violences, mais qu'il n'y a pas de certitude quant à leur vraisemblance. Donc vous voyez, on est aujourd'hui 15 ans plus tard, et cette ordonnance de protection, et je vous en parlais de cette loi de 2010, qui est un des critères qui a fait que je me suis dit que voilà, on allait y arriver, et qui avait aussi fondé mon envie de travailler dans le domaine de la lutte contre les violences faites aux femmes. Eh bien, on voit bien que cette loi de 2010, elle est difficilement encore aujourd'hui applicable. Je rappelle d'ailleurs que c'était cette loi qui avait évoqué les bracelets électroniques, les bracelets anti-rapprochement à l'époque, et qu'ils n'ont été mis en application qu'à l'époque de Dupond-Moretti, qui était donc garde des Sceaux, c'est-à-dire ça doit être en 2023, 2022-2023. Donc, vous voyez, ça a été très compliqué de mettre en application les préconisations de cette loi qui était pourtant très novatrice et très protectrice. Aujourd'hui, est-ce que votre engagement politique perdure?
Parce qu'en 2019, vous avez conduit une liste comportant 79 noms pour les élections européennes. Cette liste avait notamment pour dénomination « à voix égales ». Qu'est-ce qui vous a motivé à faire le pas vers l'arène politique? Et surtout, quels étaient les combats que vous souhaitiez porter à l'échelle européenne? Alors écoutez, oui, ma détermination d'être une actrice dans la sphère politique, elle est toujours présente. Je réfléchis justement aux prochaines dates des élections. Mais cette expérience m'a aussi démontré, même si je ne lâche rien et que je récidiverai, mais cette expérience de 2019 m'a montré que c'était très très difficile pour les petits partis politiques que donc j'avais créé, hein, à voix égales, qui était un beau programme, et on est arrivé d'ailleurs, c'était pas honteux comme place. Je crois qu'on était arrivé 22e sur 34. Et à l'époque, on avait que 2 mois, on avait eu 2 mois de campagne, parce que 2 mois avant les élections européennes, je m'étais dit chiche, on y va, et en fait, on avait vraiment performé. Mais il y a beaucoup, ça a été une expérience, mais on se rend compte qu'il y a beaucoup d'embûches pour y arriver, et je crois que si je veux avoir une place dans ce combat politique, il faut que je puisse m'inscrire sur une liste de partis déjà existants depuis longtemps, parce que sinon c'est bien de faire cette expérience et c'est enthousiasmant de créer son propre parti politique, mais c'est pas efficace en fait. Oui. Et donc, si je veux arriver à devenir soit conseillère, soit députée, il faut vraiment que j'embraye sur une formation politique déjà existante. Le problème, c'est que c'est beaucoup de réseautage et que malheureusement, le temps n'est pas extensible. Et c'est vrai que j'ai peut-être commis l'erreur, d'ailleurs dans tout mon parcours, de consolider un relationnel, que ce soit au niveau du barreau, des autres professionnels, ou que ce soit dans le milieu associatif, ou que ce soit en politique. Et je me rends compte que on ne peut pas arriver toute seule. J'ai énormément de force, à la fois physique et de conviction. Et j'ai toujours pensé que j'y arriverais toute seule, parce que quelque part, je suis tellement indépendante, je suis tellement un électron libre, que j'ai l'impression que les autres vont m'entraver. Mais vous voyez, c'est l'expérience qui parle. Oui. Je me suis rendu compte que c'est trop dur. Il faut qu'il y ait un réseautage, un relationnel, où vous êtes entouré, parce que vous ne pouvez pas tout faire. Et cela étant, ça sera d'ailleurs le conseil que je pourrais donner à des jeunes avocats, c'est de ne pas négliger le relationnel entre confrères, et notamment au niveau du barreau, parce que à un moment donné de sa carrière, on peut avoir besoin à la fois de l'aide ou des conseils d'avocats plus expérimentés. Voilà. Maintenant, j'envisage quand même de me représenter sur une liste. Parce que, comme je vous le disais, je pense qu'à un moment donné, l'avocature ne suffit pas, qu'il faut transformer l'essai en politique, puisque mon objectif véritablement, c'est de changer la société pour obtenir un monde meilleur. Effectivement, et votre objectif est très important dans notre société actuelle, parce que il y a beaucoup de cas de violences intrafamiliales, il y a beaucoup de cas de violences conjugales, et on pense sincèrement qu'il y a encore du travail à faire au niveau politique, juridique, institutionnel,
pour pouvoir justement mener ce combat jusqu'au bout. Et c'est tout à votre honneur d'ailleurs. Concernant vos ouvrages, vous avez coécrit avec Maître Bonadjunta, Une défense légitime. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre? Je pensais que c'était effectivement très important de partager nos expériences dans le cadre de différentes affaires d'assises que nous avions à plaider avec différents thèmes, le thème de l'infanticide, le thème de la tentative de féminicide, le thème du viol conjugal. Je pense que c'était absolument essentiel. C'était notre témoignage dans de nombreux ouvrages qu'on a préfacés. Il s'agissait du témoignage de nos clientes. Là, pour le coup, c'était le nôtre. C'était suite à l'affaire de Jacqueline Sauvage. Il nous a semblé essentiel aussi de parler de défense légitime. C'est un jeu de mots, vous l'avez bien compris, avec légitime défense. Puisque on avait à l'époque de cette affaire plaidé la légitime défense différée, qui est un concept qui nous venait donc du Canada. Nous n'avons pas eu gain de cause parce que je pense que j'étais vraiment précurseuse et que c'est toujours pareil, quand on est trop en avance, le temps n'est pas venu. Effectivement. Et est-ce que vous diriez que l'écriture vous permet d'aborder les sujets de manière différente, en parallèle de votre pratique juridique? Oui, aussi. C'est-à-dire que c'est très différent parce qu'on est obligé de vulgariser les histoires et les affaires de nos clientes. On n'est plus dans le juridique pur, même si on tente d'expliquer comment se passe une affaire d'assises, comment le rituel d'une cour d'assises oppresse les victimes. Donc ça, je pense que c'est intéressant pour les profanes de comprendre ce qui se joue dans une arène telle que la cour d'assises. Maintenant, oui, c'est un autre travail qui nous incite à aller davantage sur l'émotion et de vulgariser tout ce qui est juridique, tout en essayant de faire comprendre les rouages des arènes judiciaires aux profanes. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui vous anime le plus dans votre pratique de votre métier d'avocate? Je dirais toujours on reste sur les affaires d'assises. C'est vrai que les affaires d'assises restent le Graal pour un avocat. C'est des affaires qui sont extrêmement douloureuses puisqu'on représente soit des femmes qui finalement sont sorties vivantes d'une tentative de féminicide, mais parfois avec des séquelles monstrueuses, comme la perte d'un bras, ou le fait d'avoir été, alors que son mari vous violait et tentait de vous tuer, d'avoir été surprise par son fils de 17 ans. Donc ça laisse à la fois des séquelles physiques, une cicatrice sur le cou ad vitam aeternam et surtout une cicatrice psychologique d'avoir vu son fils de 17 ans vous voir dans cette posture avec son père qui tente de vous tuer. Donc il y a une montée d'adrénaline qu'on ne peut pas connaître dans les affaires civiles ou même correctionnelles. Ce sont des affaires où on rentre dans le corps et la tête de notre cliente et des auteurs, où on sonde les corps et les âmes, c'est vraiment ça, pour pouvoir faire émerger une vérité. Et c'est totalement palpitant. En même temps, c'est totalement épuisant puisque ça dure facilement à minima 3 jours ou une semaine ou plus et qu'on en sort totalement exsangue
où on ne fait que repenser à ce qu'on a dit, à ce qu'on n'a pas dit, comment on aurait dû le dire, comment on l'a dit, c'est pire, c'est démultiplié par rapport aux audiences civiles et correctionnelles. Donc on est, en fait, c'est vrai qu'on est psychotraumatisé. C'est vrai que je reprends des termes psychiatriques qui sont l'apanage malheureusement de mes clientes victimes, mais c'est vrai que j'en ressors assez dissociée. C'est-à-dire que je suis parfois, lorsque je rentre chez moi, après cet ultime combat, j'ai du mal à en parler avec émotion parce que je suis totalement dissociée de ce qui s'est passé, tellement c'était fort. C'est effectivement fort, comme vous venez de le dire. Et est-ce que vous arrivez à enlever cette robe d'avocate et profiter de votre vie de famille? Oui et non. C'est-à-dire que j'ai tout le temps mon portable professionnel sur moi. Donc, il faut savoir que mes clientes m'appellent 24 heures sur 24, même si elles ne le doivent pas. Donc, j'ai récemment, il y a quelques mois, décidé de m'offrir un autre portable personnel et avec la volonté de ranger mon portable professionnel en vacances. Force est de constater que je n'y arrive pas. Donc c'est une forme aussi de drogue, je dois dire. On lâche pas, surtout dans ce domaine-là. Mais pour être tout à fait complète, j'ai quand même la chance de m'octroyer des plages de vacances avec ma famille et mes amis. Et là, j'essaye vraiment de me lâcher et sont généralement des pauses extrêmement festives. Donc, on va dire que cette activité ne m'a pas du tout enlevé ma joie de vivre et mon énergie de vivre pleinement et de faire la fête. Et je pense que peut-être même elle l'a accrue, cette énergie vitale, parce que je me rends bien compte qu'il faut chérir chaque instant de bonheur, parce que la vie n'est pas toujours, malheureusement, très rose dans les foyers, et que quand on a la chance d'avoir un certain équilibre familial, affectif et amical, eh bien, il faut en jouir le plus possible. Et aujourd'hui, il y a des grands sujets tels que le droit des femmes, l'environnement, la santé mentale ou encore la protection de l'enfance. Qu'en pensez-vous? Je pense que ce sont des sujets effectivement qui sont extrêmement importants. La défense des enfants, ça fait quand même partie intrinsèque de mon activité. Je parlais de l'avocate qui défend la veuve et l'orphelin. En fait, moi, je travaille beaucoup dans la défense contre les violences intrafamiliales. Donc la défense des violences et des maltraitances, notamment sexuelles vis-à-vis des enfants, c'est aussi mon combat. Maintenant, la défense de l'environnement, pour moi, ça devrait être la priorité absolue de tous les gouvernants, de tous les pays, parce que je crois que la Terre, si on ne la protège pas, très clairement, comment peut-on ensuite avoir des débats sur la protection des femmes, la protection des enfants. Ça me paraît ubuesque. La première des choses, c'est pouvoir vivre. Et déjà, pour pouvoir vivre, il faut avoir une planète qui nous permette de pouvoir vivre sans commun. Effectivement. Enfin, si vous aviez un message à faire passer aux jeunes générations, quel serait-il? Aux jeunes générations, respecter l'autre. Pour les petits garçons, respecter les petites filles, faire preuve d'empathie,
et tenter de vivre un amour réciproque et dans l'équilibre. C'est très beau ce que vous venez de dire. Et quels sont les conseils que vous pourriez donner aux futurs étudiants en droit ou étudiants en droit qui souhaitent s'engager dans la défense des droits des victimes? Alors, je me souviens de mes leçons de coaching à l'époque. On avait donc un formateur qui nous disait voilà, quel serait le discours que vous auriez pour convaincre toute une équipe de personnes de gravir cette montagne jusqu'au sommet. Et donc, moi, j'avais répondu que j'allais leur dire que ce chemin était extrêmement escarpé, plein de bêtes sauvages qui vous attendent au tournant, plein de rapaces qui vont vous considérer comme des proies pour justement planter leurs serres dans votre chair et vous emmener dans les cieux, mais pour mieux vous manger. Mais que tout en haut, si vous arrivez au sommet, il y a beaucoup d'aléas, mais que si vous êtes convaincu de votre force et que si vous ne doutez pas surtout et n'écoutez pas les voix qui vous disent en bas ne monte pas, et bien si vous arrivez à surmonter tous ces obstacles, et bien d'en haut, le paysage sera absolument fabuleux. Eh bien, je prends aussi ces conseils qui me seront d'une très grande utilité. Et si vous me le permettez, une dernière petite question. Avec une carrière aussi engagée, est-ce que vous avez un rêve professionnel que vous n'avez pas encore accompli? Alors, avec humour, bien sûr, mais je dirais peut-être être la prochaine présidente de la République. Pourquoi pas? En tout cas, Maître Tomasini, je vous remercie sincèrement d'avoir pris le temps de partager avec nous votre parcours, vos conseils et votre regard sur la profession. Vos réponses ont été très enrichissantes et pleines d'enseignements pour nous tous qui nous intéressons au monde du droit et même de la politique. Merci encore pour votre disponibilité et votre générosité et on vous souhaite beaucoup de réussite dans la poursuite de vos projets. Merci à vous et de même, je vous souhaite beaucoup de réussite dans vos carrières. Merci beaucoup.